Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview Fight Minds un peu spéciale, puisque vous voyez les couleurs, la tenue, tout ça. Vous avez un peu compris le message et vous avez vu le titre. Focus sur nos boxeurs français engagés aux Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque ça a commencé les Jeux Olympiques depuis 2 jours, déjà des belles médailles, tout ça. Mais évidemment, on va pas parler globalement des Jeux Olympiques, on va vous parler exclusivement de boxe et même pas des autres sports de combat. Ça va être dédié à la boxe puisque nous, c'est la boxe qui nous intéresse. Je suis accompagné comme toujours de mon compère, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous. Effectivement, début des JO, ça a commencé assez fort et puis on a une belle équipe de Français. On espère qu'on aura un maximum de médailles. Alors, pour ceux qui sont pas, qui suivent pas trop la boxe, même aux JO, je pense qu'il y a un peu plus de monde qui suit pendant les JO certains sports que le reste du temps. Mais pour ceux qui suivent pas la boxe, même la boxe olympique, il y a eu une belle génération à Rio. C'est la génération Yoka, Oumiya, Souley Sissoko, Mbili, tout ça. C'est la génération solide qui était emmenée par John Dovey. Cette génération-là a raflé évidemment beaucoup de médailles, comme vous le savez. La génération Mosley aussi, tout ça. Donc vous savez qu'ils ont remporté la timbale. Et en fait, Tokyo a été un zéro pointé assez choquant. Et on va en parler un peu plus en détail parce que je pense notamment à Sofiane, c'était un vrai contre-perf à Tokyo. Et j'expliquerai aussi le pourquoi du comment, tout ça, parce que il s'avère que j'ai la chance de connaître Sofiane dans la vie. Et il s'avère que j'ai la chance aussi d'avoir suivi l'équipe de France sur un stage en Andalousie en février dernier, je crois. Donc j'ai pu un peu rencontrer toutes les personnes dont on va parler. J'ai pu les voir pendant 3 jours à l'entraînement, au sparring, à l'entraînement physique, tout ça. J'ai pu discuter avec les coachs, j'ai pu discuter avec les préparateurs physiques. On va vous faire une présentation. On va d'abord honneur aux dames. On va commencer par les féminines et on va faire une présentation à partir du poil plus léger vers le poil plus lourd. On va faire ça chez les femmes et ensuite chez les hommes, histoire de vous présenter un maximum tous les boxeurs qui vont nous représenter, qui vont porter nos couleurs. Ça part des jambes, les gars. C'est pas les bras. Ça part des jambes. Boum. Ah, dans le bêtisier. Boum. Ok. Barre de 15. Barre de 20. Sachez aussi, je vous fais je vous le fais maintenant en début de vidéo, comme ça vous avez l'info, vous pouvez y revenir si jamais. Alors ce matin, il y avait Makan qui combattait Traoré qui a été qualifié en 16e de finale, parce que la façon dont fonctionne le tournoi olympique, c'est il y a des 16e de finale qualificatifs qui sont vraiment les dernières étapes qualificatives. Donc tu es qualifié au JO, mais tu as quand même une étape qualificative en plus suivant la façon dont tu as été qualifié. Et après, ceux qui sont qualifiés d'office sont qualifiés au 8e de finale directement. Donc Makan avait ce 16e de finale à passer, il l'a passé. Lundi 29, Sofiane Oumiya rentre dans la compétition pour son 8e de finale, donc qualifié directement lui pour le coup parce qu'il est champion d'Europe en titre. Il commence à 16h donc le lundi. Ensuite on a Jamili, notre poids lourd, qui commence à 17h22 toujours le lundi 29. Bilal qui rentre en compétition le 30, mardi 30 à 11h du matin. Ensuite c'est si je dis plus de bêtises, c'est Davina. Ouais, c'est Davina qui rentre dans la compétition le mercredi 31 à 17h22. Wassila, je crois, qui rentre... oui, c'est ça, c'est Wassila qui rentre le jeudi 1er août à 20h. Et on a Zidani, donc Amina, qui rentre en 8e de finale le vendredi à 20h. Voilà, ça c'est le récap des premiers tours. Évidemment, après les premiers tours, il y aura les quarts de finale pour ceux qui seront qualifiés, etc. Et celle qui a ouvert le bal, on va en parler très rapidement. Mais celle qui a ouvert le bal, c'était Estelle Mosley, que vous connaissez certainement.
C'est elle qui avait ouvert le bal et justement qui passait par la case la plus difficile, c'est-à-dire la case des 16e de finale, puisqu'elle n'avait pas eu la chance d'être qualifiée directement en 8e parce qu'elle avait un parcours un peu atypique sur la qualification de ces jeux. Et donc Estelle a été malheureusement éliminée au premier tour, hein, du coup, en 16e. Malheureusement sans vraiment combattre, c'est-à-dire il n'y a pas eu vraiment match, ce qui est un peu triste. Alors effectivement il y a des raisons, Kabir va vous les évoquer, mais évidemment on est triste un peu pour l'élimination d'Estelle qui fait partie des légendes de la boxe olympique française chez les femmes. C'est ça. Donc voilà. Ouais, totalement, grosse expérience au JO, et ça c'est aussi un nom qui était connu un peu même des gens qui sont pas forcément ultra suiveurs de boxe. Et en fait, entre-temps, en fait, entre les précédents JO et cette édition, bah, elle est devenue maman, elle a eu une grosse blessure au nez, elle a eu une période d'inactivité et d'autres activités extra-professionnelles qui ont fait que c'était assez compliqué de revenir pour elle, en tout cas à ce niveau-là sur les JO. Et donc c'est aussi en partie pour ça, parce qu'elle est tombée face à une américaine qui était ultra explosive, ultra physique, et c'était assez compliqué pour elle. Donc ouais, effectivement, assez déçu, pas de la performance, mais assez déçu qu'on ait déjà une élimination. Mais c'était un gros challenge pour elle, et ça ne retire en rien tout son travail et son magnifique palmarès. Donc maintenant, c'est Non, non, que elle l'a fait, elle a été au bout de son idée, c'est bien, chapeau à elle, exactement. respect pour le coup. Ouais, C'est pas donné à tout le monde, surtout que maintenant elle fait de la promotion, etc. Enfin, elle s'est vachement développée ouais, dans le côté entrepreneurial de la boxe. Donc c'était pas forcément facile de remettre les gants, de remonter sur un tournoi olympique. Ce qu'on rappelle pour ceux qui ont un peu une vision lointaine de la boxe, que boxe amateur veut pas dire moins dure ou moins exigeante que la boxe professionnelle, loin de là même parfois. Les tournois olympiques, c'est vraiment un niveau particulièrement élevé. D'ailleurs, la stat du pourcentage de champions olympiques qui sont devenus derrière champions du monde professionnel, elle est énorme. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 2 champions olympiques dans l'histoire qui n'ont pas réussi à aller chercher un titre mondial, dont un Français malheureusement. Mais la stat est impressionnante. C'est-à-dire vraiment, les boxeurs olympiques sont à un autre niveau. Et c'est un tournoi entre les meilleurs boxeurs du monde. Donc c'est vraiment la boxe olympique, c'est vraiment quelque chose. C'est extrêmement exigeant. Donc voilà, il y a eu quelques scandales. Vous avez peut-être une mauvaise image de la boxe olympique, et effectivement, il y a eu quelques petits soucis certaines années. On va pas le cacher. Mais malheureusement, ça a tendance à effacer la beauté de la boxe olympique, qui est vraiment un sport à part entière, qui est même un sport complètement différent de la boxe professionnelle finalement. On boxe pas de la même façon, on boxe. Enfin, c'est exigeant, voilà. C'est surtout pour dire, n'imaginez pas que c'est de la boxe amateur dans le sens, le côté, on va dire, péjoratif du mot amateur. Non, non, c'est de l'élite, de l'élite, de l'élite mondiale. Il y a énormément de très grands boxeurs qui ont jamais rien fait aux Jeux Olympiques. Il y a énormément de très grands boxeurs qui ont perdu aux Jeux Olympiques. Il y a énormément de grands boxeurs qui ont jamais pris une médaille. Enfin, attention, c'est vraiment pas rien les Jeux Olympiques. Voilà. Et il y a beaucoup de boxeurs qui ont commencé à créer leur légende aux Jeux Olympiques. exactement. Voilà, hein, Mohamed Ali, on peut parler de Holyfield, Klitschko, Usyk, Lomachenko, Ouais. et j'en passe et des meilleurs, évidemment. Et même je pense Joshua, à Wilder qui du coup ça Wilder. bronze bomber justement parce qu'il a eu la médaille de bronze aux Olympiques. Et voilà quoi, il y a des gens qui ont fait leur carrière entre guillemets. Je fais pour la vanne, hein, c'est une petite crotte de nez, mais sur une médaille et sur un bras arrière quoi. Donc mais Oui. voilà, pour dire que les Jeux Olympiques c'est quand même un gros step, et c'est quelque chose d'assez révélateur d'un niveau. Et comme tu le dis, en fait, souvent les Olympiens quand ils passent pro, c'est pas pour cueillir Ouais, ça cartonne derrière. Et ça va vite, souvent, aussi. Ça va aussi vite, souvent, Ouais, derrière, vraiment, voilà. T'as un pédigré qui fait que t'as pas besoin de passer par toutes les étapes habituel, on va dire. ouais. C'est pour ça que Lomachenko Ça, casse son combat pro son combat pour le titre au bout du 3e combat, c'est pas pour rien non plus. Enfin voilà. excellent exemple, ouais, Lomachenko. Et puis en fait, t'en as qui sont populaires en fait déjà même avant de passer pro. Et c'est intéressant parce que justement, tu parlais de Mohamed Ali. En fait, c'est surtout le classique qu'il a plié aux Jeux Olympiques qui l'a rendu ultra populaire. Et puis après, Ah ouais. Frazier. Et puis après, tous les poids lourds d'entre les 60 et les 70-80, que ce soit Ali, Frazier, Foreman, je sais pas s'il a il a eu l'Olympique, Foreman aussi, ouais. 72, 68. Ouais, il a participé au JO, c'est sûr, mais pareil pour Tyson, pour Holyfield, etc. C'est des gars qui sont tous passés par l'équipe olympique en fait. Ouais. Et au-delà même de la participation au JO, le fait d'être dans l'équipe nationale et dans l'équipe olympique, c'est faire des stages différents. C'est vraiment, encore une fois, pour avoir vu un stage de l'équipe de France de boxe anglaise de l'intérieur. Waouh. Et- Attention les yeux quand même. Hein. Et Ah. même si derrière vous participez pas au JO, parce qu'il y avait toute l'équipe de France, donc il y en a qui n'ont pas été qualifiés. Je pense à Sohaib Bouafiane que vous connaissez, par exemple, qui a pas été qualifié. Par contre, ils ont participé à ce stage, donc ils en sortent quand même grandis
de ces stages-là, et le fait de participer, d'être avec les meilleurs dans chaque catégorie de ton pays, d'échanger avec eux, juste de discuter, de passer des soirées avec eux, juste ce genre de petits détails fait que t'en ressors vachement grandi et t'en ressors un meilleur athlète et un meilleur boxeur, quoi qu'il arrive, de ce genre de stage. Donc tous les mecs qui sont passés par les équipes olympiques et par les entraînements olympiques sont par définition des grands boxeurs. Donc voilà, tous ceux dont on va vous parler, ils ont pas tous les mêmes chances de médaille, il faut pas se leurrer là-dessus. Il y en a qui sont plus proches d'un titre olympique que d'autres. Il y en a un notamment qui est vraiment très proche de titre olympique et qui est annoncé comme le favori par une grande majorité des observateurs, on va dire comme ça, de la boxe dans le monde. C'est Sofiane. On va vous en parler plus en détail et pourquoi surtout Sofiane il est comme ça. Il est vu comme le favori de sa catégorie, voilà. On va aller étape par étape. Pardon, je grille des cartouches là. On va faire étape par étape. On va commencer par Wassila, donc qui combat en moins de 50 kilos. Qui a 27 ans, qui est né à Ajaccio. Dieu bénisse la Corse. Bisous à tous les copains corses qui nous regardent. 3 podiums européens 2014, 2019, 2023 et une médaille de bronze aux Mondiaux 2023. Donc déjà un palmarès assez qui parle de lui-même, on va dire ça comme ça. Mais vous allez voir, ça va être le cas pour tous les gens qu'on va vous présenter parce que s'ils sont là, c'est qu'ils popent pas de nulle part. Attention. En fait, on se rend compte en fait que souvent ils sont ultra et multimédaillés dans plein de championnats, que ce soit du national, de l'international, de l'européen. Et c'est vraiment le très 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 haut du panier. Et c'est aussi révélateur de l'exigence que ça demande pour rentrer en équipe de France et pour être même qualifié, parce que c'est tellement de steps. C'est pour ça que, encore une fois, quand on parle de boxe amateur, il faut pas l'entendre au sens amateur. Ouais, je suis juste quelqu'un qui aime bien quelque chose. Non, non. La boxe amateur, c'est un niveau d'exigence. Il y a un niveau de compétitivité aussi, parce que le vivier de boxeurs français, il est énorme. Il y a énormément de licenciés à la FF Box et surtout, il y a vraiment un très très haut niveau. Voilà, je le dis, en général, nous, la France, on est une nation de sportifs, effectivement, même si on n'est pas forcément un pays qui encourageons au mieux les sportifs de par les infrastructures, etc. Mais malgré... Oui, la politique n'est pas celle d'un pays sportif, mais on est quand même un pays sportif. C'est ça le truc en fait, c'est que malgré ça, on a quand même un vivier de sportifs. Et il n'y a pas que le foot. Moi, je donne l'expérience, je vous le dis. J'ai fait un mois en Thaïlande, quand tu tournes avec des gens et que tu dis que tu es français, en fait, on a une réputation de bons combattants en pied-point, mais aussi en boxe anglaise. On a eu d'excellents boxeurs en français, toute génération, toute catégorie confondue. Donc voilà, c'est pour justement compléter cette introduction, des boxeuses comme Wassila, on en a vraiment très peu dans le monde et en France, ça fait partie du top, quoi. Et c'est pour ça que les 8 qualifiés, et là les 7 qui sont encore en lice, sont vraiment des combattants et des combattantes exceptionnels. Et donc ouais, Wassila, c'est exactement ça. Elle a 28 ans, elle est pile au top de sa forme physique et justement le physique c'est un de ses points forts, excellentes conditions, gros cardio, beaucoup de volume. En fait, il y a des styles qui sont très différents et justement je serais intéressé de voir un peu, je te pose la question pour que tu puisses nous donner des éléments, mais justement comment on compose avec une équipe finalement de boxeurs qui ont des styles totalement différents, qui ont des poids totalement différents. Parce que par exemple, sans en parler de tous les autres boxeurs, on en parlera petit à petit. On a une Wassila qui a un gros volume, qui a beaucoup de style, mais on a par exemple une Amina qui a un style un peu plus défensif, plus contreur, on en parlera plus tard. La préparation, elle se fait comment justement? Et toi, de ce que tu as vu, est-ce que y a des différences? Est-ce qu'on fait un focus sur certains points? Alors, il y a plusieurs coachs dans l'équipe, en fait. C'est-à-dire, tu as vraiment un head coach qui est celui qui décide des entraînements, qui va décider de l'ordre, tout ça, et qui va être celui qui a le mot final, en fait. Mais tu as vraiment beaucoup d'entraîneurs dans une équipe. Quand ils sont tous en même temps, ils sont 5, 6. Ce qui fait que ça te permet, quand ils tournent par exemple en sparring, les mecs tournent en même temps, les mecs et les nanas vont tourner en même temps sur 3-4 rings différents. Donc tu vas avoir un coach par ring et en fait ils connaissent les styles de leurs combattants, ils savent sur quel point les développer, sur quel point les aider à se développer. Et en fait c'est ça aussi le truc de l'équipe de France, c'est que t'as pas autant de coachs que de combattants dans les stages, mais on va dire que tu as un coach pour 2 combattants. Et pour 3 maximum quand c'est les gros stages. Mais ça a cette valeur-là, du coup, de dire tu peux te dédier à un combattant. Et en fait, c'est comme, je sais pas, Derrick James, par exemple, je pense à lui chez les boxeurs pros, qui a 5 combattants différents, qui ont les styles les plus différents possibles. Mais en fait, comme ils sont peu nombreux dans son écurie, il est capable de s'adapter à chaque mec et de développer la boxe de chaque gars en gommant les imperfections et en insistant sur ses qualités. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi en stage. En fait, la préparation physique, c'est la même pour tout le monde. C'est vraiment des gros circuits training. D'ailleurs, on vous met
peut-être les vidéos en même temps, mais c'est du gros circuit training bien violent, qui va chercher aussi au-delà du physique, qui va chercher un peu dans la tête, parce que la boxe, on le sait, c'est un des sports les plus cardio possibles. Voilà, on sait que les entraînements de boxe, les premiers, normalement, potentiellement vous pouvez sortir de la salle en vomissant tellement c'est dur sur le corps, mais la boxe c'est vraiment dans la tête et dans le cœur, et d'ailleurs on l'a vu avec Shizora Joyce, on va pas repartir là-dessus, mais bon, on l'a vu, c'est l'exemple de ça, c'est que c'est vraiment des sports où tout se passe dans la tête et dans le cœur, et donc ils développent vachement ça dans les stages, ils essayent de les mettre dans des situations inconfortables, pour aller chercher justement, qu'ils apprennent à aller chercher au fond d'eux-mêmes, et aussi sur la partie purement technique, on va s'intéresser à chaque boxeur différemment. On va parler à chaque boxeur différemment. Toi, t'as le préparateur mental, t'as le préparateur physique, t'as celui qui tient les pattes, t'as celui qui coach dans le coin. Enfin, tout est fait en fait. C'est pour le coup l'équipe de France, ça tourne vraiment bien quand même en boxe anglaise. Tout est fait pour que le boxeur soit pris en charge dans son intégralité. Et avec ses qualités et ses défauts. Et c'est surtout, je pense, le fait qu'il y ait beaucoup de coachs qui aident à prendre en charge tous les profils différents. Ça c'était pour répondre à ta question. J'en profite pour préciser qu'elle s'est qualifiée aux Jeux Olympiques avec sa médaille d'argent fin juin aux Jeux Européens. Donc elle a été qualifiée très récemment, parce que je pense notamment à Sofiane qui est qualifiée depuis quasiment un an, enfin depuis plus d'un an même maintenant. À Bilal aussi qui est qualifié depuis pareil les championnats d'Europe. Donc il y en a qui sont qualifiés depuis plus d'un an, et il y en a ils font les stages de l'équipe de France, etc. sans savoir s'ils vont faire les JO. Et les stages de l'équipe de France c'est dur, c'est contraignant. En plus, elle a quand même un parcours de vie, Wassila, qui est particulier. Elle est mère de famille divorcée. Du coup, elle s'occupe de sa fille. Elle est mère célibataire, s'occupe de sa fille toute seule. Et elle est militaire. Elle est dans l'armée de terre. Elle est au bataillon de Joinville. Ouais, c'est ça. C'est le bataillon des sportifs français de haut niveau. Donc, c'est une vie atypique. C'est un parcours atypique. Et du coup, faire des stages de l'équipe de France, bah, ça prend du temps. Du coup, c'est des sacrifices, évidemment, parce qu'il y a des stages qui durent 2-3 semaines, qui sont à l'autre bout du monde, hein, qui sont en Thaïlande. Ils ont eu des stages un peu partout, en plus, vraiment, pour préparer ces Olympiades, parce que c'est les Olympiades de Paris, donc c'est important pour eux. Et ils se sont déplacés un peu partout dans le monde, donc c'est quand même des sacrés sacrifices. Donc on est très content pour tous ceux qui ont réussi. On est très triste pour tous ceux qui n'ont pas été au bout malheureusement et qui n'ont pas réussi à se qualifier. Et on pense fort à eux parce que c'est encore une fois c'est tellement compétitif que c'est terrible. Les JO c'est terrible. Il y a peu de combattants, il y a peu d'élus. Donc bravo à tous ceux qui sont arrivés là où ils en sont. Et donc voici là, ouais, effectivement, bravo à elle, parcours très inspirant. Et bravo d'avoir survécu à l'enfer de tous ces tournois qualificatifs qui s'enchaînent pendant des mois et des mois, sans savoir si tu vas réussir à aller au bout. C'est pas rien quand même. Ah, totalement. Donc ouais, c'est pas rien. On espère que ça va le faire pour elle. Et puis ouais, un beau talent dans la catégorie des 50 kilos, comme on le disait, hein, avec un gros cardio. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est nécessaire dans ces types d'opposition. Oui. Que pour ceux qui suivent aussi la boxe pro et qui n'ont pas trop suivi la boxe amateur, le style de combat, c'est des formats très courts. Donc forcément, c'est le volume, le débit avant tout. Et donc, il n'y a pas forcément la recherche de mise hors combat. Et c'est pour ça que dans les petites catégories, c'est un peu infernal et c'est un peu difficile. Et non, franchement, ça va être des belles oppositions. On espère que ça va le faire pour tous les combattantes et tous les combattants. Alors, elle a ce qu'il faut, Vassila. De toute façon, c'est pas la favorite de la catégorie. On est totalement clair avec ça. Par contre, elle a ce qu'il faut. Elle a le cœur. Ce qu'on disait, l'importance du cœur. Elle a largement le cœur. Elle est chez elle. C'est vraiment pas anodin de boxer chez soi. Vous le savez. Elle est chez elle et elle est quand même. Oui, voilà, elle a quand même tout ce qu'il faut, donc ce serait pas une surprise non plus qu'elle aille chercher une médaille, mais elle est pas favorite. Voilà, faut être tout à fait clair. Par contre, voilà, on dit pas qu'elle peut pas aller chercher de médaille parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il faut pour aller chercher, mais catégorie relevée, donc voilà. On lui souhaite quand même on lui souhaite d'aller le plus loin possible. D'ailleurs, j'ai fait des notes pour savoir qui était la personne de sa catégorie. Désolé, je suis obligé de lire mes notes parce que là, il y a trop de monde. Mais pour savoir qui était la personne favorite dans sa catégorie et sur laquelle il fallait absolument garder un œil, et si elle tombe dessus, vous savez que ça va être compliqué. C'est Kakiroglu, la Turque. Voilà. Vous savez que si elle tombe sur Kakiroglu, c'est elle la favorite de la KT. On va vous faire ça pour chaque KT. On va pas développer tous les adversaires puisqu'ils sont quand même 16 à minima par catégorie, donc on va pas aller jusque là. On va juste vous faire focus sur nos combattants français et on va vous parler de l'épouvantail de la catégorie, on va dire ça comme ça. On passe ensuite à Amina Zidani, qui est donc, elle, chez les moins 57, 30 ans. Elle vient du Havre et elle s'entraîne à Drancy.
au C positif, pour ceux qui sont dans le coin. Championne de France 6 fois d'affilée, rien que ça. Médaille d'or aux Jeux européens 2023 et médaille de bronze aux mondiaux amateurs. Donc pareil, on vous parlait des CV assez impressionnants à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. Voilà, il y aura pas de surprise. Ouais. Donc elle s'est qualifiée avec sa victoire aux Jeux européens. C'est comme ça qu'elle a été qualifiée aux JO de cette année. Elle n'avait pas pu faire les JO en 2021 justement parce qu'elle avait chopé le Covid à l'époque. Ouais. Voilà, vous vous rappelez des JO de Tokyo, c'était très bordélique. Je vous raconterai 2-3 anecdotes là-dessus aussi. Ça n'a pas aidé. Voilà, et elle est très fière effectivement d'être normande et elle le revendique à chaque fois. Et ça, c'est beau parce que les JO de Paris et tout, mais les JO en France. Donc parlons de toutes les régions françaises. Ah, totalement. Et combattant du Havre, voilà. on en connaît un gros big up à Jérôme Le Banner. Qu'est-ce que j'allais dire? Gros big up à la légende Ah, Joe absolue du Pressia geek. aussi, hein. Joe Pressia du Havre. Non, du Nord ou du Havre? C'est vrai? Joe Pressia, Non, du Havre, je crois. Ouais, il est du Havre, il me semble. Je crois, ouais. Ah ouais. Elle a déjà boxé au Havre, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc là, elle voulait, elle évidemment, participer à Tokyo à l'époque. Elle a pas pu puisqu'elle avait été qualifiée. Donc elle avait pas pu participer à Tokyo. Donc là, bon bah c'est Paname, hein. Ouais. À défaut de Tokyo. Donc c'est l'accomplissement, c'est le Graal. Elle est évidemment surexcitée par l'instant et par l'opportunité. Niveau style de combat, on en pense quoi, Kabir? Bah, style de combat, justement, hein, c'est un style assez différent hein, de Wassila. C'est une combattante qui est plus en mode stratège, jeu d'échecs, coup d'œil, technique, beaucoup de boxe sur les contres. Et elle a une boxe assez défensive et c'est très bien adapté pour les Olympiques. Parce que la boxe amateur au global, hein, bien sûr, dans le sens où elle est capable de contrôler, gérer le timing et le ring pour pouvoir trouver des opportunités et essayer de contrer, remiser. En fait, tout l'essentiel de la boxe, toucher, ne pas se faire toucher. Elle est clairement capable de ça, son style lui permet et elle a aussi le bagage en termes de cardio et de physique pour le faire. Donc effectivement, une super combattante et ouais, c'est agréable. C'est une belle chance de médaille. Belle chance de médaille. Ouais, belle chance de médaille. Faut le dire. Très belle chance de médaille. Belle chance de médaille. Je sais pas qui est l'épouvantail justement dans cette catégorie-là, mais Alors c'est effectivement, la chinoise Lin Yuting. Voilà. Ouais. Et Dieu sait qu'on voit que dans les Olympiques, justement, la nation chinoise, elle est très très bien reçue. C'est une nation, justement, on parlait de nation de sport, et ben, en termes d'infrastructure, de suivi des athlètes en Chine, ouais, effectivement, c'est du très très sérieux. Et même en boxe, Ouais. on l'a vu, ça peut être des bonnes épines pour nos combattants Bah, français. l'importance politique des JO, ouais, effectivement, c'est toujours le même sujet. C'est pour ça que vous voyez que les Ricains et les Chinois, c'est ceux qui sont à chaque fois sur le toit du monde aux JO d'été et les Russes aux JO d'hiver, voire aux JO d'été à une certaine époque, à l'époque du bloc soviétique. Mais vous cherchez pas plus loin, c'est tellement important politiquement les JO et le sport de manière générale, ça a une importance vraiment de rayonnement. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite s'investit à ce point-là dans les sports de combat et dans le sport de manière générale, d'ailleurs dans le foot et tout. Donc effectivement, la Chine, même en boxe où c'est pas forcément là où on les attend le plus, ils sont quand même là. Ouais, Ils sont quand même partout où il y a des médailles à prendre. ouais, exactement. Et puis, ouais, ça va être des belles oppositions. Et ouais, Amina, je pense que pas favorite, effectivement, mais en tout cas très sérieuse prétendante pour une médaille. Et honnêtement, Ouais. on croit et on espère qu'ils seront tous médaillés. Et pourquoi pas alors, On serait vraiment pas surpris de voir Amina à minima en bronze. Voilà. Vraiment pas surpris. Après, c'est les tableaux, etc. Mais effectivement, si elle arrive à éviter la chinoise jusqu'en finale, pareil, pas surpris qu'elle soit finaliste et qu'elle soit médaillée d'or ou d'argent du coup. Elle a ce qu'il faut, pareil. Elle a ce qu'il faut. Elle est vraiment, je pense qu'elle est dans le top 4 de sa catégorie. Voilà. Elle est au moins dans le top 4 de sa catégorie. On va passer à Davina Michel, donc. 25 ans, française d'origine martiniquaise. Big up la Martinique. Elle vit région parisienne dans le Val d'Oise. Ouais, big up à elle parce qu'elle triple s'entraîne champion. à côté de chez nous à Garges. Donc, Ah, big bah up oui. à Emmanuel Kinzonzi. Oui, au Boxing Club de Garges, tout ouais, à fait. exactement. Ah ouais, Bien joué. voilà, c'est ça. Et ouais, Emmanuel Kinzonzi qui la connaît bien et je lui fais un big up parce que justement, un super boxeur, super type et il m'a parlé d'elle en me disant que ouais, elle était qualifiée, que c'était un peu la pépite de Garges et excellente boxeuse, beau gabarit, très grande. Et ouais, Ouais. elle aussi, il y a clairement moyen de faire du beau travail. Ah ben là on est chez les moins de 75, donc là on commence à être sur des beaux gabarits effectivement. Triple championne de France 2019, 2020, 2021, donc 3 championnats de France d'affilée, c'est quand même pas rien. Encore une fois, on peut pas banaliser toutes les performances qu'on vous présente C'est là. dingue, En fait, on vous en envoie tellement, mais on peut pas banaliser. C'est que des immenses combattants et des immenses sportifs. Médaillée d'argent européenne en 2023, médaillée de bronze mondiale en 2022. Donc, médaille à tous les étages, national, européen, international. Encore une fois, magnifique. Qualifiée pour les Jeux de Paris grâce à sa médaille d'argent
aux Jeux Européens justement. C'est sa première Olympiade. Elle vient de Martinique et pareil, elle en parle souvent et ça c'est cool. Parlons de tous les territoires français, que ce soit métropole, outre-mer. Parlons justement de toute cette culture qui fait la beauté de notre pays. C'est vrai qu'elle avait et ça c'est intéressant parce que parcours un peu à la Tyson Fury dans une certaine mesure, c'est-à-dire elle avait eu un petite dépression, enfin bon pas petite dépression d'ailleurs on minimise pas, elle avait fait une dépression et elle avait pris 30 kilos, donc il a fallu retourner sur le tapis de course et retaper du sac pour retrouver son poids de forme. Et c'est jamais pareil à banaliser ce genre de parcours de vie et ce genre de retour. Donc un énorme chapeau à elle, bravo Davina, parce qu'il faut, il faut un sacré courage et un sacré mental pour revenir, surtout quand on est sportif de haut niveau, qu'on voit son corps péricliter, revenir à son état de forme et participer aux Jeux Olympiques. Bravo. Ça, déjà, ça, c'est une belle victoire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle mérite encore plus la médaille. Mais effectivement, au-delà de ça, stylistiquement, c'est quand même une très belle boxeuse. Comme je te dis, excellent physique de dingue. Et justement, elle est dans une catégorie où il y aura de très gros clients. Mais justement, elle a souvent l'habitude de boxer à l'extérieur avec bonne allonge et beaucoup de puissance et taper fort et mettre des impacts, enfin frapper avec impact de sorte à un peu annuler la boxe de l'adversaire. Et pareil, quand elle est un peu en mode à l'intérieur, justement, elle arrive à bien accrocher et justement, c'est un style assez intéressant et c'est vrai que ça va être beau à voir. Mais ouais, c'est vrai que c'est une catégorie pas facile, hein, parce que on a Non, grosse KT. Littéralement, ouais, ça va être dur, quoi. Ouais, non, là vraiment. Et d'ailleurs, l'épouvantail de la KT, je reprends mes notes, c'est Tamara Thibault, la Canadienne. Voilà, c'est elle l'épouvantail de la KT. Mais Davina, toujours pareil, quand on a un parcours de vie comme ça, quand on a réussi à revenir d'aussi bas, toujours se méfier de ces gens-là. Voilà, Ouais, on peut pas les déclarer perdants avant le début de la compète. C'est ça, où que tu sois, en fait, t'entendras que justement c'est le cœur qui compte et c'est pas forcément qu'une question de cardio, bien sûr, c'est du physique, c'est de la technique, c'est de l'entraînement, de la discipline, de la rigueur. Mais si le cœur il est là, ça va le faire. Et justement, pour sortir justement comme tu parlais, de dépression, de maladie, de souffrance, d'état de souffrance physique et psychique, ça demande une force et un courage sans nom. Et donc ça peut être des ressources en plus qui vont l'aider pendant la compétition. Et on lui souhaite de pouvoir aller le plus loin possible et aussi décrocher une médaille, bien entendu. Et puis elle est confiante et ça, moi, c'est c'est trop important. On n'en parle pas assez, mais elle est en confiance et ça, c'est beau. Ouais. On passe chez les garçons. On va aller donc pareil du plus léger au plus lourd. Vous l'avez compris maintenant. Donc on va parler tout d'abord de Bilal Benama. Bilal qui est qualifié depuis un moment aussi, puisqu'en février il était déjà qualifié quand j'étais au stage en Andalousie, parce qu'ils avaient fait deux groupes, ils avaient fait le groupe des non qualifiés et le groupe des qualifiés. Parce que les entraînements étaient pas les mêmes, puisqu'en fait 2-3 semaines après le stage, il y avait un tournoi de qualification olympique en Italie. Voilà, donc il y avait ceux qui étaient qualifiés d'un côté, ceux qui n'étaient pas de l'autre. À l'époque, il y avait 3 qualifiés, c'était Sofiane, Bilal et Makan. Depuis, Jamili s'est qualifié. Il faisait partie du groupe de non qualifiés à l'époque, mais ils n'avaient pas exactement les mêmes protocoles puisque forcément, ils n'avaient pas de combat à venir de qualification ni rien. Ceux qui étaient déjà qualifiés, donc c'était plus du foncier, c'était plus de la technique à peaufiner que vraiment du camp d'entraînement à proprement parler. Oui, bien sûr. Voilà. Donc 25 ans, il est né à Albi, pardon, et il est toujours dans la région toulousaine. Big up les Toulousains là au JO, par contre ça commence à faire beaucoup. Commence à être jaloux moi là en tant que Bordelais quand même. Déjà bon, merci pour la branlée en finale du top 14. Je voulais pas en parler. Non mais je l'évoque, mais bon bref, on n'en parlera plus jamais. Né à Albi, vit dans la région toulousaine, donc comme Léon Marchand, il vit plus dans la région toulousaine, mais il est toulousain et ce qu'il vient de faire la natation, c'est pas normal de mettre 6 secondes à la médaille d'argent. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible. Antoine Dupont, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Peut-être le plus grand joueur de rugby de tous les temps et peut-être un des plus grands athlètes de tous les temps tout court. Donc Bilal qui est qualifié et Sofiane qui est aussi toulousain. Vous faites chier les Toulousains. Je sais pas ce que vous foutez dans la flotte ni dans le cassoulet de Castelnaudary, mais vous faites chier. Donc vice-champion du monde, rien que ça.
En 2023, champion d'Europe amateur en 2022. Voilà. Est-ce que ça vous pose un peu les bases là, ça? Il s'est qualifié du coup effectivement l'année dernière avec sa victoire aux Jeux Européens. Pareil, médaille d'or aux Jeux Européens. C'est sa deuxième Olympiade. Il avait été éliminé en 8e à Tokyo. Tokyo, c'était vraiment une année noire pour la boxe Ah ouais, olympique dur, hein. française. Ça avait été vraiment dur. Et il s'entraîne à Blagnac. Donc Blagnac, si vous n'êtes pas du coin de Toulouse, peut-être que vous connaissez l'aéroport, mais c'est à quelques kilomètres, 20-30 kilomètres de Toulouse à peu près. Voilà. Donc ça c'est pour Bilal Benama, qui est une vraie chance de médaille française. Ouais. Une vraie chance de médaille. Je vais pas le dire comme ça. Enfin, je vais le dire comme ça, tant pis. Mais vous aurez très bien compris ce que je veux dire, ce que j'essaie d'exprimer. Ce serait même une déception qu'il ait pas de médaille, parce que encore une fois, vice-champion du monde, champion d'Europe. On s'attend à ce qu'il ait une médaille. Voilà. On s'attend à ce que les Jeux de Paris, ce soit la consécration de sa carrière amateur avant de partir chez les pros. Et c'est Et c'est maintenant au moins une médaille. On lui imagine la médaille d'or. En fait, il a une vraie chance à l'or. Voilà. C'est même pas qu'il a une vraie chance de médaille, c'est qu'il a une vraie chance à la médaille d'or. Maintenant, évidemment, la boxe, vous savez, hein, sur un combat, tout peut se jouer. Il a une vraie chance de médaille d'or. On croit à fond en lui parce que quand même depuis 2021 et depuis son élimination à Tokyo, il est champion d'Europe, il gagne les Jeux européens et il est vice-champion du monde. Donc il y a quand même eu un après Tokyo qui est pas un traumatisme. Voilà. Oui, totalement. Et comme tu dis, il a clairement ses chances. Et surtout que sur le plan de la carrière, je pense que ça va lui dérouler le tapis rouge pour la suite. On le rappelle, il a que 25 ans. Que 25 Il a 25 ans. Et donc 25 ans au JO à la maison et tu as toutes tes chances de choper l'or. C'est vraiment un trampoline, un tremplin pour la suite. Et on sait que ses ambitions elles vont plus loin que justement la boxe amateur et qui veut, comme tu le disais, en général, un excellent boxeur amateur. Ça reste un excellent boxeur professionnel. C'est rarement Exactement. un boxeur professionnel. Et donc pour la suite, ce serait dingue. Et on rebondit avec les précédentes vidéos dans lesquelles on vous parle justement avec optimisme de ce vivier de combattants français. Bilal, c'est clairement ce genre de profil-là. C'est les combattants qu'on doit surveiller, sur lesquels on aura de la lumière, on espère, à la suite de ces JO. Et c'est la nouvelle génération, en fait. Tu vois, 25 ans, c'est ceux qui, dans quelques années, on espère les voir dans les grosses cartes. Pourquoi pas, justement, on parle de Riyad, parce que ça débloque un peu des portes. Oui. C'est vrai que dans de petites catégories comme ça, on pourrait justement le retrouver, et puis ça serait dingue, quoi. Mais ouais, Bilal, on sait. Ouais. Oui, voilà. Et puis c'est un bon gars, honnêtement. C'est un gars vraiment fondamentalement gentil. Enfin, tout le monde dans cette équipe de France est quand même très sympathique et vraiment dégage cette sympathie-là qui donne envie de les encourager. Mais Bilal, c'est vraiment la discrétion incarnée. Et c'est un super gars, hyper poli, hyper à l'écoute des autres, etc. Enfin, j'avais été très marqué par ça. C'était vraiment et puis c'est un gars qui respire la joie de vivre et l'envie de boxer, justement. Donc ça, c'est quand même. Donc on lui souhaite tout le meilleur. On va le suivre avec une attention toute particulière parce que vraiment, c'est une de nos grosses chances de médaille. Transition toute faite pour la plus grosse chance de médaille française et pour le chef de file de cette délégation. Je dis pas ça parce que c'est le frérot, mais en vrai, je pense que je suis un peu biaisé sur Sofiane parce qu'effectivement, je le connais bien dans la vie et que c'est un amour absolu, Sofiane. Mais factuellement, il est quand même considéré, Sofiane Oumia, comme le favori de sa catégorie par à peu près tous les observateurs. Ah, ce qui me fait penser que j'ai oublié de dire pour Bilal, le favori, le grand méchant. Azanboy Dusmatov, qui apparemment est annoncé comme c'est un Ouzbek. Normalement, vu le classement et les têtes de série, il y a des chances qu'il se croise en finale avec Bilal. Voilà. Okay. Donc voilà, ça peut être le combat pour la médaille d'or. Donc on passe à Sofiane Oumia, qui est vraiment le chef de file de la délégation, et je vous explique pourquoi. Pourquoi, même si je suis pas totalement objectivement, c'est quand même lui la médaille. Voilà, déjà on n'est pas objectif effectivement, mais c'est lui vraiment. Bon voilà, il a 28 piges, Sofiane, il est né à Toulouse, voilà. Ah, putain, faites chier les Toulousains. Il vit toujours à Toulouse, il s'entraîne à Toulouse au Boxoum, exactement. Donc petit club qu'il a monté avec sa mif, avec ses cousins. C'est un club au milieu d'une cité. C'est trop cool. Il y a une belle ambiance devant. T'as tout le monde qui est assis, tout le monde discute. Il y a des commerces, etc. Enfin, ça fait vivre le quartier, ce genre d'endroit, et c'est cool vraiment. Donc Sofiane, il oublie quand même pas, il oublie jamais d'où il vient et ce qu'il a fait, ce qu'il a forgé. Ça, je trouve ça beau. C'est dingue de se dire que vraiment la boxe, c'est ce qui renforce le tissu associatif et dans les villes. Ouais, justement. Vraiment. Juste une petite parenthèse pour faire un big up aujourd'hui.
un big up à Family Muay Thai, justement, qui justement, c'est un club de ma ville qui a fait un stage en Thaïlande et qui justement est dans la même démarche que le Boxum, qui essaie de faire bouger les jeunes, de faire sortir et de s'entraîner. C'est aussi pour ça que je mets le Trop départ. important. Voilà, c'est super important et voilà, big up à eux. Trop important. Ouais, vraiment. C'est vous. Enfin, si vous êtes un peu dans ce milieu-là ou même vous allez boxer dans le quartier à côté de chez vous, quoi, vous savez. C'est trop important. Les salles de boxe, c'est vraiment c'est le refuge en général dans un quartier. Donc, Sofiane, pourquoi tout ce tintamarre? Vice-champion olympique en 2016. Donc déjà, de toute la délégation, c'est le seul qui a une médaille olympique. Voilà. Il fait partie de la team solide, Yoka, Mbili, Soulé, etc. Estelle, il était là. Voilà. Il était là en 2016, vice-champion olympique. Et depuis, triple champion du monde amateur. 2017, 2021, 2023. Triple champion d'Europe. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il combat en moins de 63,5. Ah, tu peux me dire, il a affronté, c'est vrai qu'il a affronté des gens pas trop connus. Ouais, c'est vrai qu'il a battu un certain Teofimo Lopez, un certain Andy Cruz. Il a combattu et il perd justement Tokyo. C'est un truc horrible pour lui. C'est vraiment un traumatisme Tokyo. Il a été éliminé au premier tour aussi et c'était absolument inattendu parce qu'il était favori. Et sauf que bon, bah depuis, il a quand même pris 2 championnats du monde, donc apparemment, ça l'a pas non plus complètement dévasté. Mais ça a été vraiment un truc à Tokyo qui a été dur à vivre pour lui. Il a quand même rebondi effectivement, mais il perd. Je crois que c'est contre Keishon Davis, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je revérifie parce que bon voilà. Les gars, mais je sais pas si c'est contre lui qu'il a perdu, mais en tout cas ils sont déjà battus. Alors ils se sont croisés, ouais, ça c'est sûr, mais justement je sais pas si c'est pas contre Keishon Davis qui perd, mais bon il a battu Teofimo Lopez, Andy Cruz, etc. Justement aux Jeux Olympiques de Rio. Donc c'est le boxeur français amateur le plus titré de tous les temps. Il fait partie d'une caste très fermé des gens qui ont eu 3 championnats du monde amateur. Je voudrais pas dire de bêtises parce que la boxe amateur c'est encore tout un autre monde et c'est pas celui que je maîtrise le mieux, mais je crois qu'ils sont peut-être 3 boxeurs dans l'histoire à avoir réussi cet exploit. Il combat en poids léger, vous savez que c'est des catégories qui sont hyper relevées en plus. Voilà. Enfin, encore une fois, on vous a cité quelques noms qu'il a affrontés. Vous avez bien compris à quel point cette catégorie était folle. Donc, les Jeux Olympiques de Paris, lui, il est hyper heureux de boxer chez lui. Ça, il me l'avait dit. En fait, les JO de Tokyo, c'était très particulier parce que il y avait pas de public. Ils étaient loin. Son fils est né pendant les JO de Tokyo, donc Sofiane a loupé la naissance de son fils pour participer aux JO de Tokyo. C'est dingue. C'est une anecdote qui raconte pas énormément, mais je vous le dis, donc ça explique aussi tout le process psychologique, enfin tout ce qui se passe avec les JO autour de Tokyo. Et du coup, il était comme un fou de combattre aux JO de Paris en se disant, bah là, il y aura ma famille, il y aura toute ma famille au premier rang, ce qui n'était pas le cas à Tokyo. Et à Rio, c'est pareil. À Rio, il combattait contre un Brésilien, par exemple, donc il y avait une ambiance énorme contre lui. Ça l'avait un peu boosté et tout, mais il s'était dit j'aimerais même me retrouver de l'autre côté quand même avec les gens qui me poussent moi. Sofiane, il est aussi boxeur pro. Il a 5 combats en pro. Sofiane, c'est un mec qui boxe tout le temps. Il n'arrête jamais. Depuis qu'il est qualifié au JO, il a fait, je crois, 3 combats pro et 5 combats semi-pro. Enfin, il a fait un moment où en un mois, il a fait 3 combats. Et avec la il gagne à chaque fois. De toute façon, il est invaincu depuis les JO de Tokyo. Il est invaincu, donc c'est pas compliqué. C'est un mec qui perd très peu. C'est une boxe. Je vais laisser Kabir en parler, mais c'est une boxe très technique. Son surnom c'est le virtuose et vraiment c'est pas pour rien. C'est un récital quand il boxe. Tout est élégant, tout est très calculé. Il contre beaucoup. Il est très à l'aise en défense. Il est dur, oui. il est dur, hein, mais vraiment quand on parle de, il est dur dans le sens où autant t'as l'impression que c'est un bloc. Il est ultra dur et ultra mobile et autant sur la défense que sur l'attaque, il est capable d'être très rapide dans l'exécution des mouvements. T'as l'impression qu'en fait ça sort instinctivement, naturellement, même si c'est orthodoxe. Hein, je dis pas que c'est pas orthodoxe, mais il a une aisance sur le ring. Tu vois, le terme de virtuose, il est pas volé. Et là, en fait, t'as l'impression que c'est facile quand tu le vois boxer, alors qu'en fait, c'est juste qu'il s'est entraîné comme un taré et qu'il a atteint ce niveau-là à force de travail et d'acharnement. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est l'un des favoris, c'est parce que au-delà de toute l'expérience qu'il a acquise à travers les précédents jeux et tous les championnats qu'il a pu faire, c'est un combattant qui a un talent, qu'il a su déployer, développer et qui l'a peaufiné tel un diamant. Tu vois, et du coup, sa boxe, elle est d'une finesse. Et en fait, ce que je me dis, c'est je suis trop pressé de le voir après ces JO-là, un peu comme Bilal, voir un peu dans la boxe professionnelle internationale comment il va se débrouiller. Et c'est aussi pour ça que justement, on n'a pas d'épouvantail dans cette catégorie parce que c'est lui l'épouvantail. Je pense que c'est lui le boxeur qui doit être évité par les autres parce qu'il va clairement Oui, clairement surdominer, en tout cas on l'espère,
cette catégorie-là et ces JO-là globalement. Et c'est Alors, celui sur lesquels on a la plus grande chance de médaille d'or, honnêtement. ah oui, oui, on nous a parlé de Wyatt Sanford aussi, le Canadien, qui est potentiellement le rival pour la médaille d'or de Sofiane. Mais honnêtement, pour avoir beaucoup discuté avec Sofiane, pour vraiment le connaître et connaître son état d'esprit et tout, je suis vraiment convaincu. Je suis convaincu qu'il est prêt et qu'il est extrêmement serein parce qu'il sait que d'un côté c'est sa dernière chance et d'un autre côté il sait qu'il a toute la vie devant lui encore d'un point de vue carrière de boxe. Effectivement, moi, je suis convaincu qu'il ira chercher une ceinture mondiale chez les pros. J'en démords pas. Il a 5 combats en pro, 3 victoires par KO. Si vous regardez un peu son box rec et vous regardez les gars qu'il a affrontés, il n'y a pas de négatif là. T'as des mecs en 16-0. Enfin voilà, Sofiane, il se donne les moyens de ses ambitions. Il boxe sur des belles cartes. La dernière carte professionnelle qu'il a faite, et justement, j'étais dans son vestiaire. C'était la carte de Kevin Elesadjo. Il était en co-main en décembre dernier à Marseille. Qui était une très belle carte. Il y avait aussi Bakary sur la carte. Il y avait Milan. Enfin, il y avait le gratin de la boxe en France. Donc, Sofiane fait partie du gratin de la boxe en France. Il est un peu moins connu que peut-être certains que je viens de vous citer, pour la simple et bonne raison qu'il est encore amateur, on va dire à 90%. Et sauf qu'après ces JO, c'est 100%, 100%, 100% professionnel. Et vraiment, il a l'intention de boxer beaucoup, de boxer souvent, d'être ultra actif, de pas boxer contre n'importe qui, et d'aller chercher une ceinture de champion du monde. Il le dit, voilà, c'est une ambition qu'il a. Il s'en cache pas. Et enfin, encore une fois, quand tu as un palmarès comme ça, est-ce que tu peux vraiment te cacher ce genre d'ambition? Enfin, le moins que ça serait décevant en fait. En fait, c'est ça. En fait, il a absolument tout pour pouvoir tout arracher dans ces JO-là, si on se concentre sur les JO. Parce qu'en fait, on sait que ça peut être un tremplin pour la suite par rapport à tout le narratif qu'il pourra avoir sur la carrière professionnelle, par rapport à sa rivalité potentielle avec Teofimo Lopez, avec les noms qu'il a dans son viseur, quoi. Donc, ça peut clairement être un tremplin et c'est aussi pour ça qu'il va tout donner. En gros, il est chez lui, il a l'expérience, il a le talent, il s'est entraîné pour, il a absolument toutes les clés pour avoir la médaille d'or. Et effectivement, c'est la tête de file de cette sélection française. Et c'est celui sur lequel je pense qu'il y a le plus d'espoir et d'attente sur Ouais, c'est sûr. cette médaille d'or, faut le dire, c'est clair, c'est clairement. Bah c'est cet après-midi, hein, enfin cet après-midi pour vous quand la vidéo sort à 16h, hein, Sofiane, qui rentre dans la compétition. Voilà. Et on lui souhaite tout le meilleur évidemment, parce qu'en plus c'est une crème et c'est un gars qui est tout le temps en train de faire pour les jeunes, enfin voilà, c'est un mec qui arrête jamais, c'est un père de famille, et encore une fois c'est tous des bons gars, mais je les connais pas autant que je connais Sofiane. Et Sofiane, je sais à quel point c'est un mec qui est juste fondamentalement gentil et généreux, vraiment. Je peux en attester, il est assez extraordinaire. Je sais que pour un documentaire, en fait, je fais un documentaire sur Sofiane. Voilà, c'est une exclue, mais je fais un documentaire sur Sofiane qui sortira dans longtemps parce que c'est très ambitieux. Il sortira dans vraiment longtemps, mais bon, quand il sortira, vous serez les premiers informés évidemment. Qui est un documentaire, du coup, je le suis un peu partout. Et enfin la façon dont fonctionnent les documentaires, t'as des frais de prod machin et tout. Je sais que Sofiane, le nombre de fois où il m'a limite forcé la main pour payer des trucs alors que c'est pas lui le producteur du docu ni rien, mais juste par générosité pure, tu vois, dire non mais attends, c'est pas, tu vas pas payer ton repas, enfin tu vois, des trucs comme ça. En fait, il a toujours ce réflexe là d'être généreux, de vouloir combler les gens, parce qu'effectivement pour un boxeur amateur, c'est peut-être celui qui vit le mieux parce qu'à force de gagner les championnats du monde, il gagne de l'oseille et il est professionnel et tout. Mais par contre, il le rend en fait, et il le rend à sa communauté aussi. Il investit vachement dans son club, il investit vachement dans les associations locales autour de chez lui. Enfin, c'est vraiment un très bon gars, et je vous dis tout ça aussi parce que j'ai envie que vous soyez à fond derrière Sofiane, au-delà du fait qu'il représente le drapeau. Il mérite, voilà, il mérite d'aller chercher sa médaille d'or. Il mérite sa revanche pour les JO de Tokyo parce que vraiment il y a plein de circonstances. Enfin, voilà. Mais j'y crois. Moi, j'ai aucun doute sur la prestation monumentale que va lâcher Sofiane. Aucun. Ouais, on espère, ça va le faire. Voilà. On passe à Macan, qui est aussi un super gars, qui est très drôle, qui est très cool, qui est très détente. Pareil, ça avait été un super coup de cœur pareil, de gentillesse et de bonhomie. Voilà. 22 ans, né en région parisienne. Par contre, s'entraîne à Royan. Donc pareil, un autre mec qui est pas très loin de chez moi, un peu plus au nord celui-là, mais c'est plutôt tous des gars du coin.
Ça fait plaisir. Il est champion de France en titre. Médaille de bronze aux Jeux européens. C'est comme ça qu'il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pardon. En fait, dans sa caté, en France, il n'a pas d'équivalent. Ouais. On va faire très simple. Il a survolé les championnats de France. Hein, j'ai pu voir. Survolé. Quand tu le terme survolé, c'est en mode. Trop fort. On dirait, ouais, on dirait qu'ils font limite pas le même sport. Avec tout le respect. Ah ouais, non, trop fort. Ouais, c'est ça, trop fort. Il a surdominé tous ses adversaires en France, donc en fait, c'est totalement logique qu'il soit orienté vers les Europes. Et puis, il a fait un très bon parcours en Europe, et voilà quoi. Donc, je vais le comparer j'aime pas comparer les boxeurs, mais des fois, c'est pas mal pour vous donner juste une idée, un début d'idée, une petite étincelle là-dessus. Pour moi, il me fait penser énormément, mais version amateur du coup, donc avec une boxe qui est un peu différente, à Bakary, dans ses capacités physiques ultra athlétiques. Ouais. C'est-à-dire il est beaucoup plus athlétique que ses adversaires. Il est ultra puissant, ultra rapide. Il est long. Il est racé dans sa façon de boxer. Enfin, c'est beau quoi. Quand il boxe, moi j'avais été impressionné. Du coup, je l'ai vu en sparring beaucoup. Explosif. En bordering, j'avais vraiment la mâchoire. Wow. Ouais, explosif. Et en fait, c'est intéressant la comparaison avec Bakary Samaké, parce que justement, quand Bakary, on lui demande de décrire son style, il dit il a un style un peu entre guillemets à l'américaine. Dans le sens où beaucoup d'explosifs, beaucoup de combinaisons fortes, ça cherche l'impact, ça cherche le gros coup. Et pour de la boxe amateur, on a tendance à se dire, c'est pas justement ce qu'on vous disait, c'est que la boxe amateur, ça va plus dans le volume, c'est plus je touche, tu me touches pas, parce que dans tous les cas, la mise hors combat, voilà quoi. Mais dans Makan, il a une boxe, en fait, il déborde ses adversaires et en fait, t'as l'impression qu'il a 8 poumons de plus et que l'autre, il peut pas s'exprimer. Il fait ça pendant tous les rounds et en fait, à la fin, il gagne le combat parce qu'il a surdominé le fight. Et c'est comme ça qu'il a gagné son combat d'aujourd'hui. Il a nettement gagné parce que justement, il avait réussi à déborder son adversaire. Et ouais, son physique, c'est clairement une de ses grosses clés. Physique, vitesse, allonge. Puissant. Il est puissant. Explosivité, j'imagine quand tu le vois en vrai. Ouais. J'ai pas eu la chance de le voir en vrai. Mais comme tu dis, quand tu l'as vu en sparring, j'imagine. Et tu dis, il est jeune quand même. Il a 22 piges. Il a à la fois l'expérience, la maturité et même tout simplement la maturité musculaire qui fait que il est même pas encore à son plein potentiel physique. Et donc c'est pareil. En fait, on parle des JO, mais on fait aussi la perspective de se dire, il y a des perspectives pour la suite. Et franchement, sur la boxe pro, ça va être trop bien en fait. Et les JO, on espère que ça va être un tremplin. Et c'est aussi pour ça qu'on vous fait cette vidéo. C'est à la fois pour vous présenter, mais aussi pour qu'on puisse booster un maximum ces combattants qui méritent qu'on leur donne la lumière et dont on espère qu'ils auront la lumière dans ces JO à Paris, chez eux, pour la suite. Et pour que dans leur carrière professionnelle, ça devienne vraiment, que ça puisse péter et que ça fasse un effet positif et un cercle vertueux parce que il y aura peut-être le futur champion du monde qui a peut-être là 11 ans et demi, qui va regarder les JO, qui va voir Makan, qui va voir Sofiane, qui va voir toute cette équipe. Le ou la championne, d'ailleurs, on parle des femmes, c'est parce qu'on a parlé des femmes en premier, mais je rappelle aussi que les athlètes féminines, c'est incroyable. Et donc, en fait, ce vivier-là, ça va les motiver et ça va faire en sorte qu'on va plus injecter d'argent dans la boxe, les clubs, ils auront plus de force aussi. Et petit à petit, on aura un niveau qui va monter, sachant qu'on est déjà excellent, je trouve. Mais juste qu'on n'est pas assez soutenu, mais qu'on est déjà à un super niveau et que voilà, ça va être explosé. C'est vraiment, j'espère et je le dis, ces JO de Paris en 2024 pour la boxe française, ça va être, j'espère, un point de bascule qui va faire passer la boxe française, la boxe anglaise en tout cas, les Français dans la boxe anglaise à un autre niveau et ça va péter. Justement, Makan, c'est un de ces talents-là qu'on espère voir monter et exploser dans ces JO et pouvoir ensuite faire d'autres horizons. Et c'est vraiment le perfectionniste ultime. Je me rappelle d'un moment en sparring où à la fin d'un round de sparring, il gueule, il est hyper déçu et vraiment il s'en veut alors qu'il a surdominé le mec en face qui était quand même boxeur de l'équipe nationale espagnole. Il surdomine le mec en face et à la fin il est là, ouais mais à un moment donné j'ai pris un coup et tout. Enfin hyper déçu et je me rappelle de Soeb et Sofiane qui se marrent en disant mec tu plaisantes ou quoi? Tu viens de faire 3 minutes absolument parfaites, le mec tu lui as mis la misère, tu vas pas chialer parce que t'as pris un coup, t'auto-flagelle pas, tu vois. Et ça les faisait beaucoup rire, je sais ça les faisait rire de façon tout à fait bienveillante évidemment, mais ça les faisait beaucoup rire de se dire putain mec, vraiment t'as vu ce que tu lâches comme presta. Et c'est jamais facile quand t'es combattant sportif ou même dans plein d'autres trucs de la vie, justement parce que toi tu vois que le négatif. Tu vois vraiment que le négatif, tu te dis, et c'est pareil, c'est des anecdotes qui sont marrantes. Des fois, tu peux gagner un combat et voir que le négatif.
Et en fait, Oui. même si tu avais fait plus, tu aurais quand même gagné. Donc pourquoi se prendre la... Oui. Ça, c'est Jean-Charles Skarbowski qui m'a dit ça une fois. Après une victoire, ça a été une leçon. Justement, des fois, tu peux gagner et être déçu même après ta victoire ou Bien même après. sûr. Et en fait, non, ça sert à rien. Même si tu avais fait plus, tu aurais quand même gagné. Le résultat n'aurait pas changé. Donc ouais, Non, c'est sûr. elle est marrante ton anecdote et ça en dit long sur l'esprit. Mais c'est beaucoup de combattants, c'est les artistes qui pensent comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est les artistes. Parce que Sofiane, il est comme ça aussi un peu. C'est ça. Sofiane, il est un peu comme ça aussi. Et bon, voilà. Petit point épouvantail chez les 71. Sewon Okazawa, donc japonais. Mm. Voilà. Pas Intéressant, plus justement. compliqué C'est que vrai ça. qu'on a rarement des japonais, justement. On parle de la boxe Ouais. japonaise, Big Up à Herbiné. Mais Et olympique, ouais, pas trop. En moins de 71 en plus. Ouais, parce en fait, il y a le circuit. Je vous redirige vers la vidéo sur la boxe japonaise, mais c'est surtout le circuit lycée, les circuits universitaires, on va dire, qui fait que en général, les boxeurs ils sont au lycée, et puis après ils continuent en pro, et donc ils squeezent un peu la partie boxe olympique. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on est dans une catégorie entre guillemets pour des combattants typés asiatiques. 71, ça va être lourd. Par exemple, en Thaïlande, au-dessus de 72, c'est un poids lourd. Donc Japon, je pense que c'est ça, voilà, exactement. Au Japon, c'est pareil. Ça reste des schémas similaires, donc ça va être intéressant de voir. Ouais. S'il y a une opposition, ça serait intéressant. Ça va être, à mon avis, un beau duel physique. Ok, je suis d'accord et j'attends avec impatience. Enfin, on l'a déjà vu là aux éliminatoires, mais j'attends de voir Makan rentrer dans le vif du sujet sur le tournoi. Alors, on va passer à notre poids lourd, Jamili Dini Aboudou, qui est au-delà d'être un super gars aussi, qui est vraiment un amour malgré son physique somme toute imposant. Un beau bébé, un très très beau bébé. Ah ouais, c'est un beau bébé, ouais. Mais pareil, c'est un mec égaulerie et tout, qui s'entraîne à Coudekerque Ring, donc il est né dans le 59, Grande Sainte. Palmarès aussi correct, hein. C'est pas compliqué, son premier championnat de France, c'est en 2013 chez les juniors, 2014 chez les juniors, 2016 élite, 2017 élite. Championnat d'Europe U23 en 2017, il finit médaille d'argent. Championnat d'Europe élite en 2017, il finit médaille d'argent. Champion de France élite 2018, champion de France élite 2019, champion de France élite 2021, troisième aux Jeux méditerranéens en 2022, champion de France élite en 2022. Autant vous dire que chez les plus de 92 kilos en France, il n'y a pas de concu depuis 11 ans. C'est ça, voilà. Un gros morceau littéralement dans tous les sens du terme. Et c'est justement en France, en tout cas, c'est l'épouvantail côté poids lourd. Et c'est intéressant parce que justement, il est un peu aux antipodes des poids lourds actuels de dernières années. Tu sais, justement, on pense souvent l'ère entre guillemets des Klitschko, et lui, il est un peu dans le style à la Usyk. Je parle pas du style, mais physiquement, je veux dire, c'est qu'il est plus petit que ses adversaires très souvent, et que du coup, ça fait qu'il a un style assez atypique pour des combattants poids lourds actuels. Et en tout cas, c'est dingue parce que justement. Très technique, style très technique, c'est très surprenant ça. Ouais, technique et mobile. Et en fait, tu dis pour un poids lourd, c'est dingue de déployer autant de masse rapidement, bouger, être explosif comme ça. Et une belle boxe, et c'est un esthète aussi. Et c'est super cool de l'avoir dans notre délégation. Et ouais, lui aussi, il n'est pas dans la catégorie la plus facile. Justement, c'est une catégorie sur laquelle il y a beaucoup de lumière parce que catégorie des poids lourds oblige, catégorie reine. Et aussi ah oui, même les super lourds d'ailleurs, pardon, parce que chez les amateurs c'est super lourd, donc il est chez les super lourds, c'est 92 et au-dessus, parce qu'il y a l'équivalent des cruisers, donc plus de 92, enfin jusqu'à 92, c'est les poids lourds justement. Voilà, c'est en petite, c'est les super lourds, donc c'est effectivement la catégorie de Yoka, de plein de gars comme ça. Mais Usyk boxait pas en super lourd, il boxait en lourd justement. Donc c'est pour ça que des fois il y a une confusion avec ça. Oui, mais Usyk, je comprends pas. Tout le monde dit qu'il a battu Fury, mais Usyk il boxait déjà en lourd. Il a été champion olympique en lourd. Bah non, il a été champion olympique en lourd, mais il a été champion olympique façon en 2012 à Londres. Le champion olympique super lourd en 2012 à Londres, vous le connaissez, donc c'est Anthony Joshua. Donc il a été, il boxait dans la catégorie d'en dessous, donc l'équivalent des cruiserweight. Et là, Jamili, par contre, il est chez les lourds, chez les super lourds, pardon. Ouais, c'est ça. Favori des super lourds d'ailleurs, c'est Jalolov, pardon, d'ailleurs, n'importe quoi moi. Ouzbek, donc on rappelle les Ouzbeks en boxe olympique,
On sait, hein, c'est pour ça que là vous avez 2-3 Ouzbeks qui sont favoris quand même. C'est pas anodin. Voilà, les Ouzbeks en boxe olympique. De toute façon, on sait que l'école soviétique, post-soviétique, l'école de l'Est en boxe olympique, c'est quand même, ça a fait ses preuves. Hein. On a quand même quelques exemples assez flagrants chez les Ukrainiens, chez les Russes, chez les Ouzbeks. Oui, voilà, exactement. Donc bravo à Jamili d'être arrivé déjà jusqu'aux Jeux Olympiques dans la catégorie des super lourds. C'est quand même une catégorie qui est, comme vous le savez, effectivement, qui est la catégorie N et qui est une catégorie vraiment relevée et qui est souvent dominée par des extraterrestres physiques. Jamili, il est un peu effectivement à l'antipode de ça. Il fait pas 2 mètres, je crois qu'il doit faire 1m83, 84 peut-être. Il est vraiment dans la partie basse, on va dire, en termes de moyenne de taille de cette caté. Par contre, voilà, comme disait Kabir, très mobile. En fait, il a réussi à mettre son gabarit à son avantage. Et en tirer tous les bénéfices possibles par rapport aux mecs qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus lourds que lui aussi. Et ça n'empêche pas que... alors, il n'est pas dans les favoris de la catégorie, mais c'est pas grave, parce qu'il va quand même tout donner. C'est quand même un mec qui a, pareil, un cœur de lion. Puis on est lourd encore. Ouais, c'est ça. Voilà, et puis une droite, il suffit d'une droite, hein, même aux Jeux Olympiques. Même avec des gros gants, même avec un casque, même avec tout ce que vous voulez, il suffit d'une droite des fois. Hein. Là, on parle quand même de bébés qui font plus de 100 kilos. Et puis même d'ailleurs pas chez même pas chez les poids lourds, hein, parce que même chez les amateurs, Sofiane d'ailleurs à Tokyo, quand il perd au premier tour, il perd sur l'équivalent d'un KO. Alors on aurait pu vous faire une vidéo sur les règles de la boxe olympique, mais on va essayer de faire confiance à Brahim Asloum et compagnie qui sont en commentaire sur France Télévisions pour vous expliquer tout ça quand même. Mais c'est pas les mêmes règles, c'est-à-dire que si vous voyez un gars qui est compté debout, c'est normal. Si l'arbitre estime que le combattant a été touché trop durement et qu'il est un peu éparpillé, l'arbitre va compter et va lui donner 10 secondes pour récupérer. En fait, ça compte comme un down effectivement. Et Sofiane a été arrêté justement debout sur un énorme contre, sur un énorme coup. Lui, il pense encore que l'arrêt était un peu rapide. J'aurais tendance à être d'accord avec ça, surtout quand c'est les Jeux Olympiques, peut-être un peu plus de marge parce que c'est quand même un rendez-vous important. Je vous laisse aller voir sur YouTube et vous faire votre propre opinion. Mais voilà. Donc chez les lourds, il n'y a pas besoin de mettre KO son adversaire. Il suffit de l'ébranler en fait. Ça peut permettre de gagner un combat. Voilà, d'ébranler son adversaire. Donc ça a son importance effectivement. Mais on va pas vous faire tout le listing des règles, de la différence de règles. Kabir l'expliquait très bien en début de vidéo. Normalement, ça vous suffira à comprendre les enjeux. C'est une boxe qui se joue au point, quasiment exclusivement au point. C'est très rare les KO en boxe amateur. Les vrais KO francs. Donc c'est une boxe qui se joue au point. Le but, c'est de toucher sans être touché pour marquer plus de points que son adversaire. Ça, c'est les grandes lignes. Si vous voyez un mec se faire compter debout, c'est normal. Pas de scandale, pas de surprise. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est le plus important et j'espère effectivement que Brahim Asloum et je sais pas qui commente avec lui, mais j'espère que Brahim fera le taf pour essayer d'éduquer les gens qui connaissent pas bien la boxe amateur et de démocratiser, de vulgariser un peu le truc, quoi. Voilà. On vous a fait un petit, ça fait 1 heure quand même, hein, l'air de rien. Petite vidéo de présentation. De toute façon, là, ça va être 2 vidéos très longues coup sur coup, hein, je vous le dis d'avance. Parce que on vous le tease depuis 6 mois maintenant, cette putain de vidéo qui arrive sur la carte de fou furieux le 3 août, Crawford Madrimov. Ah là là, il y en a des choses à dire. Je crois qu'on en parle, je les smile. Je suis comme un fou. Ça fait longtemps que j'ai pas, en fait, depuis Queensberry Matchroom, j'ai pas été aussi excité déjà à l'idée d'une carte, mais excité à l'idée de faire une preview. Ah, c'est cool. Alors, je suis toujours très content de faire des previews et je pense que Kabir aussi. Mais quand on vous fait des previews où on sait qu'il y a 5 ou 6 combats à décrypter comme un combat de main event, c'est tellement cool. Ouais. Et c'est 1 heure où tu parles avec le cœur, c'est 1 heure où, il y a trop de trucs à dire et vraiment, je suis surexcité par cette carte. C'est dans moins d'1 semaine maintenant. Quel bonheur. Ouais, et puis vraiment. Surtout, on adore aussi vous lire vos retours. Hein. Merci encore pour tous les retours. Moi, on lit les commentaires, on essaye d'y répondre au maximum, effectivement. Mais franchement, ouais, après ces analyses-là, on sait que je vois qu'il y en a qui disent ouais, et qui rajoutent un peu des détails, qui précisent des choses, qui donnent aussi leur avis quand ils sont pas d'accord. Parce que on sait que ça vous hype aussi. On sait que ça vous hype aussi. Ça vous donne envie. C'est trop plaisir. Et c'est trop cool. Merci de commenter. Nous, on est déjà pour vos retours, pour qu'on puisse échanger ensemble. C'est aussi ça, on échange entre passionnés. Et même quand on essaye de vous transmettre la passion et de vous faire avoir la passion,
Parce que si vous n'êtes pas passionné, si par exemple vous attendiez une vidéo d'MMA et que vous voyez deux Gugus en train de parler d'anglaise, peut-être que ça va vous booster. Ou que si vous connaissiez pas la boxe olympique, ou que vous connaissiez Oumia, vous connaissez quelques noms et que vous demandez est-ce que les Français ont leur chance, bah voilà, on espère que ça a répondu à vos questions. Et bah on est très heureux de lire et vous répondre à vos commentaires. Surtout, c'est un kiff, quoi. Bah ouais. Et puis évidemment, on en profite. Big up à tous les territoires de France, de Navarre, d'outre-mer. Big up à tout le monde. C'est ce que je disais. Je suis extrêmement heureux de ces Jeux Olympiques, moi pour commencer, parce que je trouve que on a enfin, après un marasme, je vais pas parler politique, mais après un marasme médiatique récent assez lourd, assez axé sur une certaine idéologie, ça fait plaisir d'enfin voir la vraie France, toute la France mixité, toute la France de mixité sociale, de mixité culturelle et ethnique représentée. Moi, c'est la France dans laquelle j'ai grandi, c'est la France dans laquelle je vis personnellement. Donc, je sais pas ces gens qui axent leur réflexion sur une autre France. Je sais pas où ils vivent, mais toujours est-il que moi, j'ai l'impression de vivre en France et d'avoir toujours vécu en France. Et moi, c'est cette France-là que je vois. Donc, big up à tous les territoires, big up à tous les gens qui vont suivre ces JO avec impatience et qui sont fiers de leur drapeau et sont fiers de leurs valeurs françaises et des vraies valeurs par celles qui ont été accaparées par les méchants. Voilà, donc big up à tout le monde et enjoy ces JO, cette boxe, cette fête sportive qui a été bien lancée avec cette cérémonie d'ouverture et avec ces déjà médailles françaises. On est fiers, voilà, on est fiers aujourd'hui. Ça fait du bien un peu d'être fiers de nos couleurs et de notre drapeau. Fier d'être français. Voilà. Moi, je vous dis en Thaïlande, I'm French. À chaque fois, ils étaient trop contents. Mais c'est dingue, c'est dingue. La France, c'est la classe d'être français. Et là, on le verra. On espère un maximum de médailles pour que ce soit encore plus classe d'être français, franchement. Et voilà, c'est ça. Et laissez pas quelqu'un vous dire le contraire. Voilà. Ben merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, à très vite pour cette putain de preview, je le dis, parce que là, ça va quand même être une dinguerie. Bonne chance à tous nos combattants français. N'hésitez pas à les taguer sur Instagram, sur Twitter et tout. Ils lisent, ils sont heureux de voir qu'ils sont suivis. Donc n'hésitez pas à partager, à reposter leurs trucs et tout. N'hésitez pas à en parler au plus grand nombre. Il faut mettre le maximum de lumière sur ces gens valeureux et méritants. Et qui sont tous en plus des gens valeureux et méritants dans la vie. Donc voilà. En attendant, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye. Aïe.